Jamais de la vie je ne vous laisserai toucher à ce compresseur. Ce fut la première chose que Jeanne Chevalier entendit en entrant dans l'atelier. Devant 25 employés, l'opérateur étranger se moqua d'elle, désignant la vieille combi et raillant. Une femme auvergnate réparer une machine allemande, ce ne peut être qu'une blague. Jeanne déglutit difficilement, mais ne recula pas. Les mains tremblantes, elle s'approcha de la machine de 8 millions d'euros comme si elle affrontait un géant, jusqu'à percevoir un détail caché qui fit battre son cœur à tout rompre. Et quand elle demanda le silence absolu et posa sa main sur la carcasse métallique, quelque chose se produisit là, juste devant tous, qui fit instantanément disparaître le sourire de l'opérateur. Ce que Jeanne découvrit à ce moment-là, personne dans cet atelier n'était préparé à le voir. Et dites-moi une chose, avez-vous déjà eu affaire à un gros compresseur, une machine industrielle lourde ou un équipement qui, rien qu'à le regarder, vous fiche la trouille? Racontez-moi dans les commentaires la pire galère que vous ayez jamais rencontrée. J'ai très envie de le savoir. Jeanne Chevalier n'avait que 23 ans lorsque cette histoire se déroula, mais elle portait sur ses épaules une vie entière d'apprentissage et de lutte. Vous devez comprendre qui était cette jeune femme. Elle passait ses journées à sillonner les routes de l'Auvergne profonde, dans sa vieille combi jaune délavée, celle que tous les routiers connaissaient de loin. Sa combi était son bureau, son atelier mobile, son gagne-pain. À l'intérieur, organisé avec un soin presque maternel, se trouvaient ses outils. Des clés de toutes les tailles, des multimètres, des pinces, des câbles de test, des manomètres, tout y était. Chaque chose à sa place, chaque pièce avec son histoire. L'histoire de Jeanne commença bien avant, quand elle n'avait que 14 ans. Son père, Gérard Chevalier, était une légende vivante parmi les mécaniciens d'Aurillac. Pendant 30 ans, cet homme avait maintenu en état la flotte entière des transports d'Auvergne, la plus grande entreprise de fret de la région, sans un seul jour d'arrêt pour une panne mécanique. Il n'y avait aucun problème que Gérard ne put résoudre. Moteur bloqué, système hydraulique grippé, boîte de vitesse cassée. Il regardait et posait la main, écoutait le son et hop, il découvrait le problème. C'était presque magique, mais ce n'était pas de la magie, non. C'était de la connaissance pure, accumulée au fil de décennies de travail honnête. Mais la vie a de ses revers cruels, vous savez. Un après-midi de juillet, Gérard était sous un camion Scania quand il sentit des vertiges. Il tenta de sortir, mais son corps ne lui obéit pas. Accident vasculaire cérébral fulgurant. Jeanne, qui était avec lui à l'atelier cet après-midi-là, elle était toujours là depuis toute petite, observant chaque mouvement de son père, posant des questions, voulant apprendre, fut celle qui appela à l'aide. Gérard survécut, grâce à Dieu, mais les séquelles motrices furent sévères. Le côté gauche de son corps fut compromis. Ses mains habiles, qui dansaient auparavant entre vis et circuits électriques avec une précision chirurgicale, tremblaient maintenant et ne parvenaient plus à tenir le moindre tournevis. Et ce fut à ce moment que la vie de Jeanne changea complètement. La famille n'avait pas les moyens de payer un traitement privé et la retraite de Gérard couvrait à peine les médicaments. Quelqu'un devait travailler. La mère de Jeanne travaillait comme couturière, mais ce qu'elle gagnait n'était pas suffisant. Alors, Jeanne, à seulement 14 ans, prit une décision. Elle allait continuer le travail de son père. Elle en savait déjà beaucoup, ayant passé des années à observer. Mais savoir en observant est une chose, faire de ses propres mains en est une tout autre. Les premiers mois furent douloureux. Jeanne n'avait pas d'argent pour étudier dans une école technique formelle. Alors elle apprit comme elle pouvait en demandant aux routiers vétérans dans les stations-service, en étudiant de vieux manuels techniques qu'elle parvenait à emprunter, en testant, en se trompant, en réussissant, en se blessant, en se relevant. Elle dormait tard, toutes les nuits, étudiant des schémas électriques à la bougie quand il y avait une coupure de courant. Elle se levait tôt pour travailler, et ce fut dans cette routine brutale qu'à force, Jeanne développa quelque chose d'extraordinaire. Elle commença à percevoir qu'elle parvenait à diagnostiquer des problèmes simplement en écoutant le son des machines. Ce n'était pas du mysticisme, c'était de la science pure.
Elle avait tellement entraîné son ouïe, tellement étudié les systèmes mécaniques et électriques, que son cerveau traitait les informations sonores et vibratoires de manière quasi instantanée. Un bruit aigu dans le moteur, un système de refroidissement compromis, une vibration irrégulière dans la transmission, une usure des roulements, un sifflement spécifique dans le système pneumatique, une fuite dans une valve secondaire. Les routiers commencèrent à l'appeler la doctoresse de la route, avec un respect sincère, car elle résolvait des problèmes qui laissaient les mécaniciens ayant 30 ans d'expérience se gratter la tête. Mais tout n'était pas rose. Jeanne était constamment confrontée aux préjugés. Il y avait des ateliers qui ne la laissaient pas entrer, des propriétaires de camions qui riaient à son nez. Une femme mécanicienne, vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Mais elle n'abandonna jamais. Chaque travail bien fait était une victoire. Chaque moteur qui redémarrait était une preuve. Et à 23 ans, 9 ans après ce terrible jour de l'AVC de son père, Jeanne avait bâti une solide réputation. Elle n'était pas riche, loin de là. Elle vivait juste, mais avec dignité. Ce fut un matin doux, de ceux où le soleil brûle et l'air semble lourd, que le téléphone portable de Jeanne sonna. C'était un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, une voix masculine, tendue, presque désespérée. « Jeanne, c'est vous la mécanicienne qu'ils appellent la doctoresse de la route ?» Elle confirma. « Mon nom est Antoine Leclerc. Je suis le propriétaire des tissages de Roubaix, la plus grande usine textile de la région. J'ai besoin de votre aide. » D'urgence. Jeanne écouta toute l'histoire et sentit un pincement au cœur. L'usine était complètement à l'arrêt depuis 3 semaines. Le compresseur industriel principal, un Kaiser allemand qui avait coûté la somme faramineuse de 8 millions d'euros, présentait une panne mystérieuse que personne ne parvenait à résoudre. 3 ingénieurs furent dépêchés d'Allemagne. Ils passèrent une semaine entière à faire des tests, à remplacer des pièces, à recalibrer des systèmes, et rien. Le compresseur démarrait, fonctionnait quelques minutes, puis s'éteignait automatiquement, affichant un code d'erreur que même le manuel technique n'expliquait pas correctement. 340 employés furent mis en congé forcé. L'usine perdait 280 000 euros par jour. Antoine était au bord du désespoir. « Pourquoi m'appelez-vous » demanda Jeanne honnêtement. « Je n'ai jamais travaillé avec des équipements industriels de cette taille. » Antoine respira profondément. « Parce que mon père a été routier pour les transports d'Auvergne pendant 20 ans. Il me racontait des histoires sur votre père, sur Gérard Chevalier, le mécanicien qui faisait des miracles, et il m'a dit que sa fille avait hérité du don. Je n'ai plus d'option, Jeanne. Je suis en train de couler. Accepteriez-vous au moins de jeter un coup d'œil » Jeanne sentit le poids de la responsabilité. Elle n'avait jamais travaillé avec des compresseurs industriels allemands. Mais en même temps, une voix en elle, la voix de son père qui lui enseignait, disait « Une machine est une machine. Ma fille, le principe est le même. Système électrique, système mécanique, système pneumatique. Tu comprends les principes, tu comprends la machine. » Elle accepta. 2 heures plus tard, Jeanne roulait sur la nationale 88 en direction de Roubaix. Son cœur battait la chamade. Peur et excitation se mêlaient. En arrivant au portail des tissages de Roubaix, elle fut impressionnée par la taille de l'installation industrielle. C'était énorme, imposant, tout était très organisé et propre. Elle gara sa combi usée entre les voitures importées des cadres et sentit une pointe d'insécurité. Elle portait sa combinaison bleue tachée de graisse, transportait sa boîte à outils improvisée. Elle avait de la graisse sous les ongles. Avait-elle eu raison d'accepter? Un agent de sécurité l'accompagna jusqu'à l'atelier où se trouvait le compresseur. Et c'est là que tout commença, car l'attendant, les bras croisés et une expression de pur dédain, se tenait Luca Rossi. Luca Rossi avait 41 ans et portait dans ses yeux bleu clair cette expression de quelqu'un qui se croyait supérieur à tout et à tous autour de lui. Il était grand, mince, les cheveux gris coiffés en arrière avec du gel et portait une combinaison industrielle impeccablement propre, presque sans tache, comme si travailler avec des machines était quelque chose qu'il supervisait plus qu'il n'y mettait vraiment la main.
Il avait émigré de Milan en France 8 ans auparavant, recruté par les tissages de Roubaix, spécifiquement pour son expérience avec des équipements européens de haute complexité. Et depuis le jour de son arrivée, Luca n'avait jamais caché son mépris pour le pays qui l'avait accueilli. Il vivait seul dans un appartement du centre de Roubaix, décoré de posters d'équipes italiennes et de photos de son époque à Milan. Luca ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant et ne gardait que très peu d'amis. La vérité est que Luca était profondément solitaire, mais cachait cette douleur sous des couches et des couches d'arrogance. Il avait grandi dans une Italie post-industrielle, où lui-même avait été humilié et considéré comme un ouvrier de seconde classe pour ne pas avoir de diplôme universitaire. Quand il était venu en France, il avait enfin trouvé un endroit où il pouvait se sentir supérieur, où son accent européen et son expérience avec les machines allemandes le plaçaient au-dessus des autres. Et il s'était accroché à ce sentiment de supériorité, comme un naufragé s'accroche à une planche au milieu de l'océan. Quand Luca vit Jeanne descendre de la combi jaune usée, avec sa combinaison tachée de graisse et sa boîte à outils qui semblait avoir été assemblée avec des restes d'autres ateliers, quelque chose en lui s'enflamma. C'était comme si la présence de cette jeune femme simple, auvergnate, trop jeune, sans diplôme, sans sophistication, était une offense personnelle à tout ce qu'il représentait. Il lâcha un grand éclat de rire cruel qui résonna dans l'atelier industriel. « Madonna Santa !» s'exclama-t-il avec son fort accent italien, battant des mains de façon exagérée et sarcastique. « Ils ont envoyé une femme, une ragazza d'Auvergne !» Il imita de façon offensive l'accent régional, traînant les voyelles. « Quoi, ma belle, tu vas réparer le compresseur, hein ?» Les 3 ouvriers qui étaient près de lui rirent nerveusement, plus par pression sociale que parce qu'ils trouvaient cela vraiment drôle. Jeanne sentit le sang lui monter au visage, mais garda son calme. Elle avait déjà fait face aux préjugés, maintes fois. Mais quelque chose dans la cruauté délibérée de Luca était différent. C'était personnel, c'était calculé pour blesser. « Bonjour », dit-elle d'une voix ferme et polie. « Je m'appelle Jeanne Chevalier. Monsieur Antoine Leclerc m'a appelé pour évaluer le problème du compresseur. » Luca fit 2 pas vers elle, l'examinant de haut en bas, avec un dédain qu'il ne prenait pas la peine de dissimuler. Leclerc est désespéré, capisci, désespéré. C'est pourquoi il appelle n'importe qui, même une femme avec une vieille combi, qui n'a probablement jamais vu une machine allemande de sa vie. Il désigna le gigantesque compresseur qui dominait le centre de l'atelier. Ça, c'est un Kaiser Sigma Control 2, ligne premium, fabriqué à Cobourg, Allemagne. Allemagne, tu comprends ? Ce n'est pas un tracteur de foire, ce n'est pas un vieux camion de route, c'est de la technologie de premier monde. Jeanne respira profondément, sentant l'humiliation brûler dans sa poitrine. Mais quelque chose que son père disait toujours résonna dans son esprit. Quand il t'humilie, ma fille, ne réagis pas avec colère, réagis avec compétence. Elle répondit calmement. Je comprends, monsieur Rossi. Je suis venu parce que j'ai été appelé. Si vous ne voulez pas de mon aide, c'est d'accord. Mais j'aimerais au moins voir le compresseur et comprendre quel est le problème. Ce fut à ce moment que Luca eut une idée perverse. Il regarda autour de lui et vit qu'il n'y avait que quelques ouvriers présents. Non, ce n'était pas suffisant. S'il allait humilier cette prétendue compétence ambulante, il lui fallait un public, il lui fallait des témoins. Luca prit sa radio et appela. « Attention, tout le personnel de la maintenance et de la production. Venez à l'atelier du compresseur immédiatement. Urgent, tous. » En 5 minutes, environ 25 personnes étaient rassemblées autour du compresseur. Ouvriers, techniciens, même quelques secrétaires administratives qui avaient entendu l'appel et étaient venus par curiosité. Luca adorait ça. Il se positionna au centre comme un maître de cérémonie présentant un spectacle. « Mes chers collègues, » annonça Luca avec une théâtralité exagérée, « vous savez que notre compresseur est en panne depuis 3 semaines. » « Oui. »
Vous savez que 3 ingénieurs sont venus d'Allemagne avec des diplômes d'universités prestigieuses, avec des décennies d'expérience, et n'ont pas réussi à le résoudre? Eh bien, le patron, dans son infinie sagesse et son désespoir, a décidé d'appeler une spécialiste. Il marqua une pause dramatique et désigna Jeanne d'un geste exagéré. Une mécanicienne de la route en combi, une ragazza qui a probablement appris le métier en réparant des charrettes. Quelques personnes rirent ouvertement, d'autres échangèrent des regards mal à l'aise. Jeanne sentit 25 paires d'yeux sur elle. Elle voulait disparaître, voulait retourner à sa combi et s'en aller. Mais en même temps, une flamme de détermination s'alluma en elle. Elle n'allait pas donner à Lucas la satisfaction de la voir fuir. Lucas continua. Alors dites-moi, monsieur et madame, où cette jeune femme a-t-elle étudié? Dans quelle université a-t-elle obtenu son diplôme? Il se tourna vers Jeanne avec un sourire malveillant. Racontez-nous, ma belle, l'université d'Auvergne, l'université de Lyon, ou c'était à l'université de la station-service. Des rires éclatèrent. Jeanne sentit des larmes monter à ses yeux, mais ne les laissa pas couler. Elle n'allait pas pleurer, pas ici. Pas devant eux. Je n'ai pas de diplôme universitaire, répondit Jeanne d'une voix ferme, bien que son cœur battît la chamade. J'ai appris en travaillant. J'ai 12 ans d'expérience pratique. Diciane, s'exclama Lucas, feignant d'être impressionné. 12 ans. Expérience avec quoi? En réparant des ânes, en ferrant des mulets, en arrangeant des charrettes? Les rires augmentèrent. Un ouvrier plus âgé, d'environ 50 ans, ne riait pas. Il regardait Jeanne avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, mais il ne dit rien. Personne ne dit rien. Jeanne pensa à son père à la maison, dans son fauteuil roulant, les mains tremblantes, espérant qu'elle reviendrait avec l'espoir de gagner assez d'argent pour payer les médicaments du mois. Elle pensa à sa mère cousant tard dans la nuit pour compléter les revenus. Elle pensa au nombre de fois où elle avait dû prouver qu'elle était bonne, qu'elle savait ce qu'elle faisait, qu'elle avait un vrai talent, et elle décida qu'elle n'allait pas abandonner. Lucas s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel de manière intimidante. « En Italie, vous savez comment c'est, dit-il à voix basse, mais suffisamment forte pour que tous l'entendent. Les femmes s'occupent de la maison, font de bons petits plats, s'occupent des bambini, gardent tout propre et organisé. C'est beau, c'est naturel. Mais ici en France, mamma mia, tout est le désordre. Les femmes veulent être des hommes, veulent se salir avec de l'huile, veulent faire du travail lourd. Et le résultat, c'est ridicule, c'est pathétique. » Une des secrétaires qui regardait, une femme d'environ 35 ans nommée Christine, sentit une vague de colère. Elle voulait crier, voulait défendre Jeanne, mais Lucas était le chef d'équipe, il avait du pouvoir, il avait des relations. Elle baissa les yeux et ne dit rien. Des années plus tard, Christine dirait dans des interviews que ce fut l'un des moments de plus grande honte de sa vie. Non pas pour avoir été humiliée, mais pour être restée silencieuse pendant qu'une autre femme était brisée. Lucas n'avait pas terminé. Il s'échauffait, alimenté par les rires et l'auditoire. « Et ce n'est pas tout, continua-t-il. C'est une auvergnate. Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie qu'elle pense qu'un compresseur industriel allemand de 3-8 millions d'euros fonctionne comme un vieux moteur de camion de marché aux bestiaux. Elle va arriver ici, donner quelques tapes, faire une bénédiction, et voilà. Miracle français. » Plus de rire. Jeanne sentit une larme couler, mais l'essuya rapidement. Lucas la vit et sourit, sentant qu'il gagnait. Il désigna l'énorme compresseur. « Vous voyez ça ? C'est un Kaiser Sigma Control 2 à 2 étages, avec un système de récupération de chaleur intégré, un contrôleur CPC entièrement électronique, un suivi en temps réel de 247 paramètres différents. Vous comprenez ce que je dis? 247 paramètres. Ce n'est pas une coccinelle, ce n'est pas un petit camion, ce n'est pas un moteur de hors-bord. » Il croisa les bras et la regarda avec dédain. « Jamais de la vie je ne vous laisserai toucher à ça. Cette machine vaut plus que votre vieille combi, votre maison et tout ce que vous avez dans la vie réunie. Probablement plus que tout ce que vous gagnerez en travaillant toute votre vie. Vous ne savez même pas lire l'allemand,
Comment allez-vous comprendre les codes d'erreur? Comment allez-vous interpréter le manuel technique? Comment? Jeanne respira profondément. Je peux essayer? Dit-elle à voix basse. Quoi? Lucas mit la main à son oreille. Je n'ai pas entendu. Parlez plus fort. J'ai dit que je pouvais essayer, répéta Jeanne un peu plus fort. Lucas explosa de rire. Elle peut essayer, Madonna. Elle peut essayer. Les ingénieurs allemands n'ont pas réussi, mais elle peut essayer. Il se tourna vers la foule. Mes amis, j'ai une proposition. Faisons comme ça. Je laisse la petite mademoiselle regarder le compresseur. Je la laisse jeter un coup d'œil, faire semblant de comprendre, faire son petit théâtre. Mais il leva l'index. Mais si elle ne résout rien, elle admet ici, devant tout le monde, qu'elle est venue juste pour gagner de l'argent facile et qu'une femme ne sert pas à ce genre de travail. D'accord? Le silence qui suivit fut lourd, gênant. Certains ouvriers secouèrent la tête, désapprouvant la cruauté. D'autres attendaient avec impatience la réponse de Jeanne. Christine ferma les yeux, ne supportant pas de regarder. Et Jeanne, le cœur brisé, mais la dignité préservée, regarda Lucas dans les yeux et dit « J'accepte ». Lucas applaudit. « Bravissima! Alors allons-y. Je vais même appeler l'Allemagne pour leur dire qu'ils n'ont plus besoin d'envoyer d'ingénieurs. Maintenant, nous avons la mécanicienne auvergnate en combi jaune pour résoudre nos problèmes. » Les rires étaient presque assourdissants. Alors qu'elle marchait vers le compresseur, Jeanne entendait les commentaires malveillants. La pauvre, elle va se couvrir de ridicule. Elle ne sait même pas par où commencer. Elle va abandonner bientôt. Mais elle continua d'avancer un pas à la fois, portant sa boîte à outils, qui tout à coup semblait peser 100 kilos. Lucas la suivait de près, faisant toujours des commentaires. « Regardez, les amis, la sauveuse de l'usine, le génie de la mécanique. Bientôt, elle découvrira que le problème est un manque de prière. » Plus de rire. Un jeune ouvrier d'environ 22 ans riait tellement qu'il dut se tenir à un pilier pour ne pas tomber. Jeanne se positionna devant le gigantesque compresseur. La machine était imposante. 3 mètres de haut, 5 mètres de long. Un labyrinthe de tuyauteries chromées, de valves, de capteurs, de câbles électriques, tout parfaitement organisé et étiqueté en allemand. Elle sentit une vague d'insécurité. C'était vraiment très différent de tout ce sur quoi elle avait déjà travaillé. Mais alors elle ferma les yeux et respira profondément, et entendit la voix de son père dans sa mémoire. « Une machine est une machine, ma fille. Le principe est le même. Ne te laisse pas intimider par la taille. Écoute, sens, comprends. » « J'aimerais faire un test, » dit Jeanne d'une voix ferme. « J'ai besoin d'entendre le compresseur fonctionner. » Lucas leva les yeux au ciel. « Ah, bien sûr. La spécialiste a besoin d'entendre. Elle se prend pour un médecin faisant de l'auscultation. Elle va mettre un stéthoscope sur la machine. » Nouveau rire. « D'accord. Faisons ton petit théâtre. Mais quand ça ne donnera rien, tu respecteras l'accord. » Lucas actionna le panneau de contrôle. Le compresseur commença à démarrer avec un ronflement grave et puissant. Jeanne demanda « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un silence absolu. » Quelques-uns rirent doucement, mais Lucas, intrigué malgré lui, fit un geste brusque pour que tous se taisent. Et ce fut à ce moment-là, mes amis, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jeanne ferma les yeux et posa sa main sur la structure métallique du compresseur. Elle sentit les vibrations parcourir la surface. Son visage se transforma en pure concentration. Il n'y avait plus d'humiliation, plus de public, plus de Lucas. Il n'y avait qu'elle et la machine. Dans une conversation silencieuse que seuls les deux comprenaient. 3 minutes passèrent. Le compresseur fonctionna pendant 47 secondes et s'éteignit automatiquement, exactement comme il l'avait fait les 3 semaines précédentes. Le panneau afficha le code d'erreur, E47 PSA. Personne ne savait exactement ce que cela signifiait. Même les ingénieurs allemands n'avaient pas réussi à l'interpréter complètement. Jeanne ouvrit les yeux et quand elle parla, sa voix avait une assurance, une autorité technique que personne là-bas n'attendait. Le problème n'est pas dans le compresseur, il est dans le système électrique de mise à la terre.
Il y a une interférence électromagnétique externe qui cause une instabilité dans le contrôleur CPC. Le silence qui suivit fut absolu, puis Lucas éclata d'un rire hystérique. Mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. Il y avait de la nervosité, de la peur. « Ah oui, bien sûr !» gloussa Lucas. Mais on pouvait percevoir que son rire avait maintenant quelque chose de différent. Il y avait un tremblement, une insécurité déguisée. La femme auvergnate a découvert ce que 3 ingénieurs allemands, avec 20 ans d'expérience chacun, n'ont pas réussi à découvrir. Scherzo, quelle blague! Mais Jeanne ne se laissa pas démonter. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cet atelier, elle n'était plus intimidée. Elle avait écouté la machine, elle avait senti la vibration et elle savait. Les ingénieurs allemands se sont concentrés sur le compresseur, parce que l'erreur apparaît là, expliqua-t-elle, désignant le panneau de contrôle. Mais j'ai appris avec les routiers vétérans que lorsque le problème n'a pas de sens, lorsqu'il est intermittent et imprévisible, on ne cherche pas à l'intérieur de la machine, on cherche à l'extérieur. Lucas croisa les bras, la mâchoire tendue. « Et qu'est-ce que vous pensez exactement avoir trouvé, doctoresse ?» C'est un câble de mise à la terre caché qui crée une boucle de courant parasite, continua Jeanne, sa voix gagnant en confiance à chaque mot. La vibration que j'ai ressentie n'est pas mécanique, elle est électrique. Elle a une fréquence de 120 Hz, le double de la fréquence du réseau électrique de 60 Hz. Cela n'arrive que lorsqu'il existe un chemin secondaire pour le courant de mise à la terre. Ce courant génère un champ électromagnétique qui interfère avec le capteur de pression PSA du système d'admission, provoquant des lectures fausses. Le contrôleur CPC interprète cela comme une défaillance de sécurité et éteint le compresseur. Le silence dans l'atelier était presque palpable. Les ouvriers se regardaient, incrédules. Christine, la secrétaire qui s'était sentie honteuse auparavant, avait maintenant les yeux écarquillés. Cette jeune femme savait-elle vraiment de quoi elle parlait? Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais l'orgueil était plus fort. « Vous ne toucherez à rien !» cria-t-il, perdant son sang-froid. « Si vous la cassez, si vous l'aggravez, c'est moi qui paierai. Je suis responsable de cette machine. Je signe en bas. Je ne laisserai pas une amatrice tout gâcher. »« Je peux le prouver, » dit calmement Jeanne. Laissez-moi voir les schémas électriques de l'installation. Juste voir, je ne toucherai à rien pour l'instant. Ce fut à ce moment qu'une voix grave résonna du fond de l'atelier. « Lucas, apportez-lui les schémas. » Tous se retournèrent. C'était Antoine Leclerc, le propriétaire de l'usine. Il avait 58 ans, les cheveux grisonnants, un ventre proéminent, le visage marqué par la fatigue de 3 semaines d'enfer. Il avait été informé par l'un des ouvriers de la confrontation en cours et était venu immédiatement. Antoine marchait lentement, mais avec autorité. 25 employés lui ouvrirent le chemin automatiquement. « Monsieur Leclerc, avec tout le respect, » commença Lucas, mais Antoine leva la main, le coupant. « Lucas, vous avez été embauché pour maintenir cette usine en marche. Cela fait 3 semaines qu'elle est à l'arrêt. J'ai fait venir des ingénieurs d'Allemagne qui ont coûté une fortune et n'ont rien résolu. Maintenant, j'ai fait venir cette jeune femme parce que des gens en qui j'ai confiance m'ont dit qu'elle était bonne, très bonne. » Antoine regarda directement Lucas dans les yeux. « Alors, vous allez apporter les schémas électriques maintenant. C'est un ordre. » Lucas était rouge de colère et d'humiliation, mais il n'avait pas le choix. Il se rendit au bureau technique et revint 5 minutes plus tard avec une énorme chemise pleine de plans et de schémas, jetant la chemise sur la table de travail à côté du compresseur, d'un geste agressif. « Tiens, bonne chance pour y comprendre quelque chose. Tout est en allemand technique. » Jeanne ouvrit la chemise et commença à examiner les schémas. Ses mains, qui quelques instants plus tôt tremblaient de nervosité, se mouvaient maintenant avec précision et assurance. Elle savait lire les schémas électriques depuis l'âge de 15 ans. Son père lui avait appris en utilisant de vieux manuels de camions Scania et Mercedes-Benz. L'allemand technique était différent, mais les symboles étaient universels. Triangle avec ligne, mise à la terre,
ligne double, câble blindé, cercle avec X, point de connexion. Elle tourna page après page, ses yeux parcourant les circuits, reconstruisant mentalement tout le système électrique de l'installation. Lucas était à côté d'elle, observant avec une attention presque névrotique. Il s'attendait à ce qu'elle abandonne à tout moment, qu'elle admette qu'elle n'y comprenait rien. Mais alors, à la page 47 du volume 3, Jeanne s'arrêta. Son index, avec de la graisse noire sous l'ongle, se posa sur un détail spécifique. « Ici », murmura-t-elle. Puis plus fort, « Ici, regardez ça ». Elle tourna le schéma vers Antoine et vers Lucas. « Vous voyez ce câble ici marqué GTS 04 ? Il a été ajouté il y a 6 mois lors d'une rénovation du réseau électrique. Mais regardez son trajet. » Elle traça du doigt le trajet du câble sur le papier. Il part du tableau de distribution, passe derrière la salle des machines et se connecte à une barre de mise à la terre secondaire près du transformateur. Sauf qu'il ne devrait pas faire ce trajet. « Pourquoi ?» demanda Antoine, sincèrement curieux. « Parce qu'il crée une boucle », expliqua Jeanne. « Regardez, le compresseur a déjà sa propre mise à la terre dédiée, qui va directement au système principal. Mais ce câble, GT6CO4, qui a été installé après, a créé un second chemin pour le courant de mise à la terre. Quand cela se produit, le courant se divise entre les deux chemins et des courants d'égalisation commencent à circuler entre eux. Ces courants génèrent des champs magnétiques et le capteur de pression PSA du compresseur est extrêmement sensible aux interférences électromagnétiques. Lucas regarda le diagramme. Il connaissait ce câble. Il avait lui-même supervisé la rénovation 6 mois auparavant. L'électricien avait suggéré d'ajouter ce point de mise à la terre supplémentaire par sécurité. À l'époque, Lucas n'y avait pas vu de problème. Et maintenant, mon Dieu, était-il possible que la jeune femme ait raison? « J'ai besoin de vérifier physiquement, » dit Jeanne. « J'ai besoin de trouver ce câble, de voir comment il a été installé, de confirmer que c'est bien lui le problème. » Antoine regarda Lucas. « Montrez-lui où il se trouve. » Lucas, maintenant sans voix, conduisit Jeanne à une pièce adjacente à l'atelier principal. C'était la salle des tableaux électriques, pleine de tableaux de distribution, de barres omnibus, de transformateurs. Jeanne examina tout avec une attention méticuleuse, puis elle le trouva. Derrière une armoire technique cachée sous des chemins de câbles, se trouvait le câble GTXO4, un câble de 35 mm, vert et jaune, connecté à une barre de cuivre. Elle plaça un multimètre sur la configuration de courant alternatif et mesura. Il y avait un courant de 3,7 A circulant dans le câble de mise à la terre. Il ne devrait pas y avoir de courant circulant par là, ou au maximum quelques milliampères. « Voilà le problème, dit-elle, montrant l'écran du multimètre à Antoine. Courant d'égalisation. Cela génère le champ magnétique qui interfère avec le capteur. » Lucas était pâle. Il s'accrocha au mur pour s'équilibrer. « Je peux le résoudre, » dit Jeanne. « Je dois déconnecter ce câble, isoler correctement les extrémités et m'assurer qu'il n'y ait qu'un seul chemin de mise à la terre pour le compresseur. Ensuite, je dois recalibrer le contrôleur pour éliminer toute lecture résiduelle qui serait restée en mémoire. » « Combien de temps avez-vous besoin ?» demanda Antoine. « 40 minutes, peut-être 50 ?» Antoine respira profondément. 3 semaines d'agonie pourraient se terminer en moins d'1 heure. Il regarda Jeanne et y vit détermination et compétence. Il regarda Lucas et y vit un homme détruit. « Faites ce que vous avez à faire, » dit-il à Jeanne. Et elle le fit. Avec les mains qui avaient appris à travailler depuis l'âge de 14 ans, Jeanne déconnecta le câble problématique, isola les 2 extrémités avec du ruban isolant haute tension approprié, réorganisa le chemin des autres câbles pour éviter toute possibilité de couplage magnétique. Elle travailla dans un silence absolu, concentré, oubliant complètement qu'il y avait 25 personnes observant chacun de ses mouvements. Après 38 minutes, elle accéda au contrôleur CPC du compresseur en utilisant le panneau tactile. Elle navigua dans les menus en allemand, comme si elle lisait le français. Elle réinitialisa les paramètres du capteur PSA,
recalibra la ligne de base de référence, nettoya les journaux d'erreur. Elle respira profondément. Vous pouvez l'allumer. Antoine se rendit personnellement au panneau principal. Sa main trembla lorsqu'il pressa le bouton vert d'allumage. Le compresseur commença à prendre vie avec son ronflement caractéristique. 10 secondes, 20 secondes, 47 secondes, le point où il s'éteignait toujours avant. 50 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le compresseur fonctionnait parfaitement. Le panneau de contrôle affichait tous les paramètres dans la normalité. Pression stable, température nominale, aucun code d'erreur. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et alors, il explosa. Non pas le compresseur, mais l'émotion contenue de tous là-bas. Les ouvriers commencèrent à crier, à s'embrasser, à pleurer. Christine, la secrétaire, avait les mains sur le visage, des larmes coulaient. 25 personnes applaudissant, criant le nom de Jeanne, célébrant comme si c'était le nouvel an. Jeanne sentit ses jambes flageoler. Elle avait réussi, d'une manière ou d'une autre, inexplicablement. Elle avait résolu un problème que des ingénieurs allemands n'avaient pas réussi à résoudre. Les larmes qu'elle avait retenues pendant toute l'humiliation coulaient maintenant librement, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, de revendication. Lucas était appuyé contre le mur, le visage dans les mains. Il pleurait aussi, mais de honte. Une honte profonde, corrosive. Il avait été si cruel, si arrogant, si absolument certain de son infériorité, et il avait eu tort. Complètement, indiscutablement tort. Antoine s'approcha de Jeanne, les yeux rouges d'émotion. Il attendit que le silence revienne, et parla, la voix embrouillée. « Mes amis, il y a quelque chose que vous devez savoir. Cette jeune femme ici, cette mécanicienne extraordinaire, est Jeanne Chevalier, fille du légendaire Gérard Chevalier. » Quelques ouvriers plus âgés écarquillèrent les yeux. Ils connaissèrent le nom. Gérard était une légende. Gérard Chevalier a maintenu la flotte des transports d'Auvergne en marche pendant 30 ans, sans un seul jour d'arrêt pour une panne mécanique. Antoine continua. C'était un génie, et il y a 9 ans, il a subi un AVC. À seulement 14 ans, cette jeune fille a repris l'héritage de son père. Elle a tout appris seule, en étudiant, en travaillant, en suant. Elle a plus de connaissances pratiques que beaucoup d'ingénieurs diplômés que je connais. Le silence était révérencieux. Maintenant, Antoine se tourna vers Lucas. Et vous, Lucas, vous l'avez humiliée. Vous l'avez humiliée parce que c'est une femme. Vous l'avez humiliée parce qu'elle est auvergnate. Vous l'avez humiliée parce qu'elle n'a pas de diplôme accroché au mur. Vous devriez avoir honte, profondément honte. Lucas leva le visage. Des larmes coulaient sur son visage. Il marcha lentement jusqu'à Jeanne, et devant tous, il tomba à genoux. Il tomba à genoux et sanglota. « Me dispiace », dit-il d'une voix brisée. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, pardonnez-moi vraiment. J'ai été terrible, horrible. Je vous ai traité comme une moins que rien. Vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais, jamais. » Jeanne regarda cet homme détruit à ses pieds. Et malgré tout, malgré la cruauté, malgré l'humiliation publique, elle ressentit de la compassion. Elle se pencha et posa sa main sur son épaule. « Je vous pardonne, » dit-elle doucement, « mais apprenez une chose, la compétence n'a pas d'accent, n'a pas de genre, n'a pas de nationalité. Mon père disait toujours que le meilleur outil d'un mécanicien n'est pas dans la boîte, il est dans le cœur. Écrivez dignité si vous croyez que la compétence n'a ni genre ni âge. » Les heures qui suivirent ce moment furent intenses, mes amis. Intenses d'une manière que personne là-bas n'avait jamais expérimentée, car il ne s'agissait pas seulement d'un compresseur qui fonctionnait à nouveau. Il s'agissait de personnes redécouvrant leur humanité. Antoine appela une réunion d'urgence avec tous les employés de l'usine. 340 travailleurs qui étaient chez eux en congé forcé reçurent des appels, leur demandant de revenir immédiatement. Beaucoup n'y croyaient même pas. C'est vrai, l'usine va reprendre? Quand ils arrivèrent et virent le compresseur ronronner parfaitement, quand ils connurent l'histoire complète, beaucoup pleurèrent ouvertement.
Antoine tint à placer Jeanne sur une petite estrade improvisée dans la cour centrale de l'usine. Elle était gênée, n'aimait pas être le centre de l'attention, mais il insista. « Cette jeune femme de 23 ans a sauvé les emplois de vous tous », annonça-t-il au mégaphone. « Elle a sauvé cette usine, et je veux que tout le monde connaisse son nom, Jeanne Chevalier. » L'ovation fut assourdissante. 340 personnes, applaudissant, criant, sifflant. Jeanne sentit son cœur déborder. Elle pensa à son père à la maison, aux mains tremblantes, et souhaita tellement qu'il puisse être là pour voir cela, pour savoir que son héritage continuait à vivre à travers elle. Mais le moment le plus important arriva après, lorsque la foule se dispersa. Lucas s'approcha à nouveau de Jeanne. Il s'était lavé le visage, mais ses yeux étaient encore rouges et gonflés. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-il à voix basse, humblement. « S'il vous plaît. » Ils s'assirent sur un banc de bois dans le jardin de l'usine. Lucas resta silencieux longtemps, comme s'il rassemblait son courage. Puis il commença à parler, et pour la première fois depuis son arrivée en France 8 ans auparavant, Lucas se permit d'être vraiment vulnérable. « Je dois vous raconter quelque chose, » dit-il, la voix tremblante. « Non pas pour me justifier, car il n'y a aucune justification pour ce que j'ai fait, mais pour que vous compreniez pourquoi je suis comme ça. » Il respira profondément. « Quand j'avais 19 ans, à Milan, je travaillais dans une usine de pièces automobiles. J'étais ouvrier, comme mon père l'avait été, comme mon grand-père l'avait été. Une famille pauvre, vous savez. Je voulais étudier l'ingénierie, mais je n'avais pas d'argent. Les ingénieurs de l'usine me traitaient comme de la merde. Ils m'appelaient le stupide, l'ouvrier sans avenir. Ils disaient que je ne serais jamais rien parce que je n'avais pas de diplôme. » Jeanne écoutait en silence, commençant à comprendre. « J'ai beaucoup souffert, » continua Lucas, les larmes revenant. « Vraiment beaucoup. Je travaillais 2 fois plus pour prouver que j'avais de la valeur, mais ce n'était jamais suffisant. Jamais. Alors, quand je suis venu en France, quand j'ai enfin eu une position de respect, quand les gens me regardaient avec admiration parce que j'étais européen, parce que j'avais de l'expérience avec les machines allemandes, je m'y suis accroché. Je me suis accroché à ce sentiment d'être supérieur, parce que toute ma vie, j'avais été traité comme inférieur. » Il regarda Jeanne, les yeux implorant la compréhension. « Mais vous savez ce qui est pire, je suis devenu exactement ce que je haïssais. Je suis devenu ces ingénieurs cruels qui m'ont humilié. J'ai fait avec vous exactement ce qu'ils ont fait avec moi, et je ne mérite pas de pardon. » Jeanne sentit une vague de compassion. Elle comprit. Les personnes blessées blessent souvent d'autres personnes. C'était un cycle terrible. « Lucas, » dit-elle doucement, « vous avez le pardon ? Oui, je vous ai déjà pardonné, mais maintenant vous devez vous pardonner aussi et vous devez briser ce cycle. »« Mais comment ?» demanda-t-il désespéré. « Comment puis-je réparer ça en étant différent à partir de maintenant ?»« En traitant les gens avec le respect que vous auriez aimé recevoir, » répondit Jeanne. « En enseignant au lieu d'humilier, en élevant au lieu d'abaisser. » Lucas hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je vais le faire. Je vous le jure. Je passerai le reste de ma vie à être différent. » Dans les jours qui suivirent, la transformation de Lucas fut visible pour tous. Il chercha chaque personne qui avait été présente lors de l'humiliation de Jeanne dans l'atelier et leur demanda pardon individuellement. Il admit publiquement qu'il avait eu tort, qu'il avait été cruel, qu'il avait honte de ses propres actions. Certains acceptèrent les excuses facilement, d'autres mirent plus de temps, mais tous reconnurent sa sincérité. Christine, la secrétaire qui était restée silencieuse pendant l'humiliation, chercha Jeanne un après-midi. « Je dois aussi vous demander pardon, » dit-elle, les yeux baissés. « Je suis restée silencieuse. J'ai vu ce qu'il vous faisait et je n'ai pas eu le courage de dire quoi que ce soit. Je suis lâche. »« Vous n'êtes pas lâche, » répondit Jeanne. « Vous aviez peur, je comprends. Lucas avait du pouvoir, il avait une position. C'est difficile de confronter cela, mais maintenant vous pouvez faire différemment.
La prochaine fois que vous verrez quelqu'un se faire humilier, vous pourrez être la voix qui parle. Christine embrassa Jeanne en pleurant. Merci. Merci de m'apprendre ça. Antoine appela Jeanne dans son bureau une semaine après l'incident. J'ai une proposition pour vous, dit-il en souriant. Je veux que vous travailliez ici. En tant que superviseur technique de maintenance, vous coordonneriez toute la maintenance de l'installation industrielle. Jeanne fut choquée. Je n'ai pas d'expérience avec ça. Je travaille sur les routes avec des camions. Vous avez résolu en 40 minutes un problème que personne n'a résolu en 3 semaines, l'interrompit Antoine. Vous avez quelque chose qui ne s'apprend pas à l'université. Vous avez l'intuition, le dévouement, l'humilité d'apprendre. Nous vous offrons 18 500 € par mois. Acceptez-vous? Jeanne pensa à son père, aux médicaments chers, à sa mère Cousantard. Elle pensa à la possibilité de leur offrir une vie meilleure. Elle accepta, mais la plus grande surprise vint de Lucas. Il chercha Antoine et demanda à être rétrogradé de chef d'équipe à apprenti sous la supervision de Jeanne. « Je veux apprendre la bonne façon, dit-il. Je veux désapprendre mon arrogance et apprendre l'humilité. Et j'accepte une réduction de salaire. Je ne mérite pas ce que je gagne. » Antoine fut impressionné. « Vous êtes sûr, vous gagnerez moins de la moitié de ce que vous gagnez maintenant ?»« J'en suis sûr, » répondit Lucas avec fermeté. « L'argent, je le récupère. La dignité perdue est plus difficile. » Et ainsi commença un partenariat improbable. Jeanne, la jeune mécanicienne de la route, et Lucas, l'opérateur italien arrogant, transformé en humble apprenti. Ils travaillaient côte à côte, elle enseignant, lui apprenant. Et au cours de ce processus, ils guérissaient tous deux d'anciennes blessures. Jeanne apprenait qu'il était possible de pardonner sincèrement. Lucas apprenait que le vrai respect ne vient pas de l'humiliation des autres, mais de l'humanité envers eux. L'usine entière changea. Une nouvelle culture commença à naître, basée sur le respect, la collaboration, la reconnaissance du talent, quelle que soit l'origine. Et tout commença avec une jeune femme de 23 ans qui refusa d'abandonner même quand le monde entier se moquait d'elle. 10 mois après ce jour qui changea tout, les tissages de Roubaix étaient méconnaissables. Non pas dans les machines, ni dans la structure physique, mais dans l'âme du lieu. Vous pouvez sentir, quand un environnement change vraiment, quand les gens changent vraiment, il y a une énergie différente dans l'air. Un matin de juin, Jeanne arriva à l'usine au volant, non plus de la vieille combi jaune, mais d'un pick-up Toyota Hilux blanc équipé d'outils professionnels de dernière génération. Mais savez-vous ce qui était le plus beau? La combi n'avait pas été vendue. Elle était rangée dans le garage de la nouvelle maison que Jeanne avait achetée pour ses parents. Une maison de plein pied, adaptée aux fauteuils roulants, avec rampe, salle de bain accessible, tout pensé pour le confort de Gérard. La combi restait là comme un monument, un souvenir de là où tout avait commencé. Et son père, Gérard Chevalier, le légendaire mécanicien qui avait inspiré tout cela, allait mieux. Avec l'argent que Jeanne gagnait maintenant, il avait accès à de la physiothérapie 3 fois par semaine, à des médicaments de qualité, à un suivi médical régulier. Les séquelles de l'AVC n'avaient pas complètement disparu, mais il avait récupéré une partie de ses mouvements. Il parvenait à tenir des objets légers, à écrire lentement, à sourire sans que la moitié de son visage ne soit paralysée. Et le plus important, il était fier, immensément fier de sa fille, qui honorait son héritage d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Quand Jeanne entra dans l'atelier principal ce matin-là, elle trouva une scène qui lui réchauffa le cœur. Lucas enseignait à un groupe de 5 jeunes apprentis les bases de la maintenance préventive. Mais ce n'était pas le Lucas d'avant, non, c'était un homme complètement différent. Il avait perdu cette raideur arrogante de ses épaules. Il parlait français couramment maintenant, avec un accent toujours présent mais charmant, sans la présomption de supériorité. Il s'habillait simplement, combinaison identique à celle de tous les autres, mains salies de graisse, sourire sincère sur le visage. « Bonjour, superviseur », salua-t-il Jeanne avec un vrai respect et un sourire chaleureux. Les 5 apprentis la saluèrent également, tous avec de l'admiration dans les yeux.
Parce qu'en ces 10 mois, Jeanne n'avait pas seulement coordonné la maintenance de l'usine, elle était devenue une mentor, une inspiration, une preuve vivante que le talent et le dévouement peuvent vaincre tous les préjugés. Mais la transformation la plus belle était ce que Jeanne et Lucas avaient créé ensemble, le programme « Les mains qui bâtissent ». C'était une école technique gratuite qui fonctionnait dans les locaux de l'usine le week-end et le soir. Des jeunes des quartiers défavorisés de Roubaix et de la région apprenaient la maintenance industrielle, la mécanique automobile, l'électricité, la pneumatique, tout cela dispensé bénévolement par des professionnels de l'usine. Lucas était l'un des professeurs les plus dévoués. En 10 mois, le programme avait déjà formé 87 jeunes, et 63 d'entre eux étaient déjà employés dans des entreprises de la région. Antoine Leclerc, le propriétaire de l'usine, non seulement a soutenu le programme, il y a investi, a fait don d'outils, d'équipements, a créé une salle de classe équipée de postes de travail. Cette usine a failli faire faillite parce que je n'ai pas valorisé le talent qui existait juste sous mon nez, a-t-il dit dans une interview pour le journal local. Jeanne m'a appris qu'investir dans les personnes, surtout celles qui sont sous-estimées par la société, est le meilleur investissement qu'un entrepreneur puisse faire. Christine, la secrétaire qui était restée silencieuse pendant l'humiliation 10 mois plus tôt, était maintenant la coordinatrice administrative du programme « Les mains qui bâtissent ». Elle avait trouvé un but. Elle se réveillait tous les jours, sachant qu'elle aidait à changer des vies, compensant d'une certaine manière le silence lâche de ce terrible jour. « Je n'oublierai jamais que je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler », lui dit-elle une fois. « Mais maintenant je parle, maintenant je défends et j'apprends aux autres à faire de même. » Un après-midi de ce mois de juin, l'usine reçut une visite spéciale. C'était une délégation d'entrepreneurs d'autres villes de France qui étaient venus découvrir le célèbre programme de formation. Lucas fut invité à donner une conférence sur son expérience, et ce qu'il dit, mes amis, fut à donner la chair de poule. « Je suis venu d'Italie en pensant que j'étais supérieur », commença Lucas, sa voix ferme mais humble. « J'avais de l'expérience européenne, je connaissais les machines allemandes, je parlais 3 langues, et à cause de cela je me croyais meilleur que les Français. Meilleur que les Auvergnats. Meilleur que toute personne qui n'avait pas mon parcours. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Une femme de 23 ans d'Auvergne, sans diplôme universitaire, m'a donné la plus grande leçon de ma vie. » Il fit une pause, l'émotion évidente. Elle n'a pas seulement réparé un compresseur que je n'ai pas réussi à réparer, elle a réparé mon âme. Elle m'a montré que je ne savais rien sur le respect, sur l'humilité, sur le vrai sens d'être un professionnel. Je l'ai humiliée de la pire façon possible, et malgré tout, elle m'a pardonné, elle m'a appris, elle m'a transformé. Les entrepreneurs écoutaient en silence absolu. Lucas continua. « Aujourd'hui, je parle français. J'étudie la culture régionale avec un intérêt et un respect sincère. Comme les traditions des fêtes locales, les contes populaires, l'histoire des figures marquantes de nos campagnes. J'ai appris que la vraie richesse ne réside pas dans votre lieu de naissance ou le nombre de diplômes que vous avez. Elle réside dans votre capacité à reconnaître la valeur de tous les êtres humains, indépendamment du genre, de l'origine ou de la classe sociale. » Quand la conférence se termina, Jeanne était au fond de la salle. Des larmes silencieuses coulant sur son visage. Lucas la vit et sourit. Après la conférence, il s'approcha. « Merci, dit-il simplement, de ne pas avoir renoncé à moi quand je ne le méritais pas. Tout le monde mérite une seconde chance, répondit Jeanne. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous rappeler qui vous étiez vraiment sous l'armure de l'arrogance. » Et l'histoire de Jeanne Chevalier et du câble qui sauva l'usine devint une légende en Auvergne. Elle fit l'objet d'articles de journaux, de reportages à la télévision locale, d'inspiration pour de jeunes femmes qui rêvaient de travailler dans des domaines dominés par les hommes. Mais le plus important n'était pas la célébrité, c'était l'impact réel. Des jeunes filles de 14, 15, 16 ans commencèrent à chercher le programme « Les mains qui bâtissent », voulant apprendre la mécanique.
Des entrepreneurs commencèrent à embaucher des femmes pour des postes techniques. Des ateliers commencèrent à ouvrir leurs portes aux mécaniciennes. Un petit changement, mais réel. Une graine plantée qui germait lentement, mais avec force. Et savez-vous ce que Jeanne dit dans une interview quand on lui demanda le secret de son succès? Elle répondit: « Il ne s'agit pas d'être meilleur que les hommes ou de prouver quelque chose à quelqu'un. Il s'agit de faire ce que vous aimez avec excellence, de traiter les gens avec respect, de ne jamais abandonner vos rêves, même quand le monde entier doute de vous. Mon père disait toujours, le meilleur outil d'un mécanicien n'est pas dans la boîte, il est dans le cœur, et je porte cette leçon avec moi tous les jours. Aujourd'hui, quand vous passez devant les tissages de Roubaix, vous voyez à l'entrée une plaque. Ici, le talent n'a ni genre, ni accent, ni couleur. Ici, nous valorisons l'être humain. Et juste en dessous, en lettres plus petites, en mémoire de la leçon que Jeanne Chevalier nous a enseignée. Parce qu'au final, mes chers amis, cette histoire ne parle pas seulement d'un compresseur qui a été réparé. Elle parle de préjugés qui ont été brisés, d'orgueil qui a été guéri, d'humanité qui a été redécouverte. Elle parle d'une jeune femme qui a refusé d'être définie par les limitations que la société a tenté de lui imposer. Et elle parle d'un homme qui a appris que la vraie force ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans le courage de reconnaître quand on a tort et de changer. Que cette histoire vous inspire à ne jamais sous-estimer personne, à ne jamais laisser les préjugés vous aveugler sur le talent extraordinaire qui peut se trouver juste sous vos yeux, et à toujours vous rappeler, la compétence n'a pas de genre, n'a pas d'accent, n'a pas de diplôme, elle n'a que du dévouement, du cœur et du courage.